Merci, merci Guy, merci de Gracias. accordé à chaque année et merci de nous confier, c'est la lourde tâche d'être la dernière table ronde de cette journée, bien remplie, Monsieur le Ministre, mais beaucoup vous attendent, mais aussi attendent. C'est la première fois qu'on fait une table ronde basco-suédo-franco-française, donc c'est déjà une nouveauté. Les régions, on en a déjà un peu parlé dans la journée, on a essayé mais on en a parlé de façon peut-être pas assez précise. Et c'est ce qu'on va faire aussi, et également essayer de faire des comparaisons, si c'est possible, entre différents points de vue, à la fois géographiques et de pays. Et pour commencer et illustrer, on va regarder aussi 3 sondages faits par Ipsos pour Cham, comme il en a été question depuis le début de la journée. Alors, à qui feriez-vous le plus confiance pour gérer un hôpital? Alors, c'est évidemment assez sommaire comme classification, mais région, commune, État, privé. On voit bien que la région et l'État, j'allais dire, sont un peu au coude à coude, et que dans un deuxième temps arrive la commune et enfin le privé. Je précise pour Monsieur le Ministre, c'est un sondage qui est fait sur 5 pays européens qu'on voit sur la gauche, et donc il y a une certaine représentativité. Deuxième diapo intéressante. À qui feriez-vous le plus confiance pour gérer, non pas un hôpital, mais une maison de santé? Alors là, la région arrive très clairement en tête, 31%, la commune, un quart des sondés, l'État au même niveau, et le privé un peu en dessous, à 19%. C'est toujours au niveau européen? C'est toujours au niveau européen, la France, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et le Portugal. On n'a pas l'extraction française? On va, on verra tout à l'heure. Je suis sûr que Guy et son équipe vont faire le maximum pour vous donner l'extraction française. Troisième et dernière diapo pour illustrer cette question. À qui feriez-vous le plus confiance, cette fois-ci, pour une maison de retraite? On a eu l'hôpital, on a la maison de santé, là, une maison de retraite. Et alors là, ça paraît assez naturel, mais c'est la commune qui arrive en premier, avec 36%, ensuite la région, et ensuite, à peu près au coude à coude, l'État et le privé. Alors voilà, c'est une illustration, bien sûr. Propose qu'on commence par un peu une définition. C'est la première fois qu'on a la chance d'avoir ministre du Pays Basque. Quand on parle de l'Espagne ici, on a eu assez souvent l'occasion d'avoir plutôt des Catalans, quelquefois des Andalous. C'est, je crois, la première fois à Cham qu'on a quelqu'un du Pays Basque. On en est très heureux. Madame la ministre, Nekane, puisque je crois que c'est votre prénom et c'est beaucoup plus simple que votre nom, donc ça me permet de ne pas faire d'impair. Qu'est-ce qu'elle fait, une ministre de la Santé du Pays Basque? C'est quoi votre job? Merci pour votre invitation et c'est un grand plaisir pour moi également d'être ici. Et mon travail, c'est de sauver enfin de faire attention à la santé de tous les habitants du Pays Basque. Avec cela, j'ai des outils comme l'autonomie et une capacité de pouvoir gérer un budget et en étant proche en fait des citoyens, de prendre des décisions et d'apporter des réponses à ces besoins. Le budget du Pays Basque, c'est combien en euros de la santé? Nous sommes 2 100 000 habitants et notre budget de santé est de 1 800 € par personne. Dans le budget de votre région autonome, c'est combien en pourcentage de votre... 66% de chaque 3 € que nous avons, nous l'investissons en santé et en protection sociale. Donc c'est très important, vous avez une responsabilité forte. Est-ce que vous avez la même responsabilité que votre collègue de Catalogne ou d'Andalousie, ou est-ce que vous avez des responsabilités propres et est-ce que vous avez pu choisir dans vos responsabilités?
Nous avons quelques différences effectivement avec d'autres régions. La principale différence, c'est que nous gérons, nous percevons les impôts et nous sommes responsables donc de percevoir les impôts et de faire les budgets et ensuite de les gérer. Nous sommes très fiers donc que notre déficit pour le moment est à 0. Juste pour les impôts, c'est vous qui les percevez ou c'est l'État central espagnol qui vous les reverse? Non, c'est nous qui les percevons. Entre eux. Nous avons des inspecteurs, effectivement, c'est une particularité. Nous sommes une des seule région, je crois, en Europe à faire cela, et cela nous donne une proximité et une responsabilité également dans le fait de percevoir les impôts et dans leur gestion également. En outre, ce modèle, j'aimerais ensuite pouvoir aborder quelques résultats dans le secteur de la santé, parce que nous sommes très fiers de notre gestion. Hans, vous n'êtes pas médecin, moi non plus, ni Xavier Bertrand, donc c'est un défaut partagé à cette table. Vous êtes un parfait connaisseur de la situation suédoise. Nous connaissons un peu, nous, le système suédois, notamment grâce à nos amis de Capio depuis longtemps, et maintenant un peu plus, puisque Capio est intégré dans un groupe européen, mais français. On connaît un petit peu, on connaît aussi grâce à l'article 51 récemment des expériences qui sont reproductibles, mais bon, on sait qu'il y a 22 comtés en Suède pour un pays qui est à peu près de 10 millions d'habitants. On sait qu'il y a 300 municipalités, on en rêverait en France, mais bon. Voilà, comment exactement s'organise, vous me disiez quand on préparait que c'était quand même assez ancien ce système et qu'aujourd'hui, il était peut-être un peu au bout d'une phase. Well, as you say, well, obviously Sweden is one country. Comme vous dites, effectivement, la Suède est un pays avec 21 régions, avec des gouvernements locaux et des communes. Et notre population est assez éparpillée dans le territoire. Le sud de la Suède est très différent du nord. Par exemple, la Laponie du sud est la même taille que la Suisse et ils ont 14 000 habitants. C'est un défi aussi. Donc nous avons des gouvernements locaux et les gouvernements locaux ont leurs propres droits en matière d'imposition. Les systèmes de santé des communes fonctionnent sur la base du soin social, du soin aux personnes âgées. Ça, c'est les communes. Oui. Yes. Okay. Yes. Okay. Et les comtés, c'est les hôpitaux, c'est l'organisation des soins. Yes, counties. Yeah, the counties manage. Les comtés gèrent tout ce qui a trait aux soins de santé. Ce sont les seuls qui soient autorisés à recruter des docteurs. Donc, ils gèrent tous les hôpitaux et les soins primaires. En Suède, l'évolution ces 40 dernières années était de mettre en place ces maisons de santé dont vous parlez. Donc nous avons des soins de santé primaires avec 3, 4 ou 5 disciplines différentes regroupées dans ces maisons. Bien sûr, des médecins généralistes, des infirmières et souvent vous avez un kinésithérapeute ou un ergothérapeute ou un psychologue ou psychiatre. Qu'est-ce que fait la Suède? Qu'est-ce que fait le gouvernement suédois en matière de santé? Notre ministre des Affaires de santé et sociale
se rend sur les plateaux télé et explique comment fonctionne le système. Mais en vérité, il n'a rien à faire, il n'est responsable de rien du tout. Il n'a même pas le droit d'en parler en réalité, parce que la responsabilité repose sur les régions. Donc les régions ont cette responsabilité et le ministre de la Santé ainsi que le Parlement ont seulement deux outils. D'abord, il légifère, donc il peut modifier le système dans une certaine mesure. Et puis, ils perçoivent les taxes d'État qui représente une seule partie de l'imposition, le reste étant aux mains des autorités locales. Donc, il gère un milliard par-ci, un milliard par-là de couronne suédoise. Et puis, bien sûr, tout le monde a un budget restreint, donc il court après les budgets, mais c'est assez éparpillé. On le voit dans nos recherches. Recevoir des fonds pour un an, ce n'est pas une bonne manière de faire année par année. Pour les naissances, par exemple, si vous voulez recruter quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire en décembre. C'est très compliqué, c'est pas très pratique. Avec vous deux et les caractéristiques, je vois qu'on est rejoint par le ministre de la Santé de Cham, voilà, de Chamonix, pardon. De Chamonix, voilà. Les chiffres. Donc les Européens, en fait, sont globalement d'accord, tous. Il y a le Portugal qui reste très étatiste, c'est le seul. Sinon, en France, pour gérer l'hôpital, la région, 36%. L'État, 35%. La commune, 17% et le privé, 12%. Quand on passe aux maisons de santé, la région, 37%. La commune égale à 37%. L'État descend à 15% et le secteur privé à 11%. Et quand on passe aux maisons de retraite, la région, c'est la commune qui passe à 42%, la région à 34%, l'État à 23% et les établissements privés, les privés à 13%. Voilà. Xavier Bertrand, enfin, je ne sais pas comment vous appelez, mais... Xavier ? Oui, Xavier, mais je vais... Mais oui, parce que vous m'avez appelé Benoît tout à l'heure, donc je vais vous appeler Xavier. Mais moi, j'aurais eu plus tendance à vous appeler Monsieur le Ministre, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Ancien ministre que ministre. Voilà, ça c'est vrai. Mais j'ai cru comprendre que vous préfériez qu'en ce moment, on vous appelle Monsieur le Président de région. Mais voilà. Alors, ma première question... Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. On verra après. Vous êtes taquin, Benoît ? Non, mais c'est vous parce êtes que... moins taquin dans votre fonction. Oui, bah oui, mais vous savez, ça donne un peu de liberté d'être dans le privé. Bon, il paraît en tout cas. Bon, et puis à cette heure-là, il faut réveiller un peu l'assistance, donc il faut être un peu taquin. Non, ma première question, elle est très pragmatique. C'est dans vos responsabilités que vous exercez maintenant depuis 3 ans, après donc avoir eu une longue carrière, une importante carrière ministérielle. Je préciserai ici, et je le dis tout spécialement ce soir, que Xavier Bertrand a été le dernier ministre de la Santé de Jacques Chirac. Oui. Je crois que on peut le dire. Bon, c'est quelque chose d'important. Et puis, et c'était très confort d'être ministre de la Santé avec Jacques Chirac. Bon. Bah, vous allez peut-être nous dire pourquoi. Mais dans vos responsabilités de président de région, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit ou vous vous dites, c'est quand même dommage que j'ai pas une part de cette responsabilité? Ou au moins une part de partager cette responsabilité? Clairement, oui. Je ne suis pas en train aujourd'hui de brûler ce que j'ai fait en tant que ministre. Je ne suis pas en train de devenir aujourd'hui anti-État. Un pays comme le nôtre, comme la France, tel qu'il est constitué, a besoin d'un État fort, mais d'un État qui s'occupe plus de tout, parce qu'aujourd'hui, à force de s'occuper de 1001 choses, on s'occupe à peu près mal de 1001 choses. Donc moi, je suis pour un État qui revienne vraiment sur ses fonctions régaliennes. Alors, je ne veux pas engager le débat ici, mais on peut quand même l'entreprendre. Le régalien, pour moi, c'est protéger, éduquer, soigner. Bien évidemment, l'État n'est pas le seul opérateur. Je tiens à continuer à marcher sur 2 jambes. Il y a une part de public, il y a une part de privé. Je dis ça, ce n'est pas neutre, mais je tiens à cela. Ceci étant, quand vous regardez bien, j'entends les 2 participants à cette table ronde. En France, on s'aperçoit qu'on a 2 métros de retard. Entre un système très intégré, ce que je faisais rapidement le calcul, ce qui veut dire que ça vous fait à peu près un budget de 3,6 milliards rien que pour la santé chez vous. Vous avez un système où clairement, vous ne percevez pas de la même façon, mais c'est vous qui gérez, et nous, on en est quasiment à la préhistoire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Et si je dis cela, c'est que j'ai aujourd'hui un regard différent parce que la loi NOTRe est passée par là. Oui. Et l'essoufflement de notre système de santé me fait craindre le pire pour la suite. C'est ça le fond du problème. Quel lien vous faites entre les deux? Entre la loi NOTRe et... Tout simplement que la loi NOTRe nous permet aujourd'hui, les régions n'ont plus rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Oui. Les régions, dans le temps, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'était un peu comme une entreprise qui faisait du B2B, Oui. c'est-à-dire notable tout notable. C'est-à-dire que, non, elle ne faisait rien vraiment en direct, elle finançait des opérations, notamment de collectivités. Aujourd'hui, les régions sont en train de prendre une relation directe avec nos concitoyens. Et même si nos 3 compétences principales aujourd'hui, c'est économie, emploi, transport et lycée, les autres compétences ne nous sont pas interdites, même si on n'a plus la clause de compétence générale. La seule limite que l'on a, c'est notre budget et surtout ce que l'État est prêt à conventionner, à contractualiser avec nous. Et honnêtement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, j'étais intimement convaincu avec l'élection d'Emmanuel Macron qu'on serait dans une logique un peu de lâcher-prise et de contractualisation. Et j'attendais vraiment de la loi santé qu'elle nous permette justement d'avoir un nouveau partenariat. Aujourd'hui, moi, ce que je dépense, c'est ridicule. 10 millions d'euros par an sur un budget de 3,5 milliards. Parce que, clairement, on fait 5 millions d'euros en investissement, 5 en fonctionnement, mais c'est tout. Que vous avez conservé de l'ancienne région, parce que l'ancienne région était assez active en matière de déjà. La région Nord-Pas-de-Calais finançait aussi beaucoup des équipements, oui. Parce qu'il y avait aussi bien évidemment un retard. Et je ne parle pas bien évidemment des formations sanitaires et sociales. Oui. Mais derrière cela, moi je le dis, ça fait maintenant longtemps que je tends la main pour un nouveau partenariat. Ma main reste un peu dans le vide parce que je pense que le problème, et ça n'a rien à voir avec le gouvernement en soi, c'est que je pense que l'État aujourd'hui a peur de lâcher prise. Or, le système ne fonctionne plus. Le système ne fonctionne plus dans les régions et on voit aujourd'hui les différents sujets, tout le monde les connaît ici. Je ne parle pas seulement de l'actualité du système de santé, mais sur les territoires, ça ne fonctionne plus. C'est un défaut qui est lié en partie aux outils, oui. Notamment les contrats qui n'existent plus, ou qui n'ont plus de consistance. Un contrat local de santé, aujourd'hui, c'est un contrat de papier, sur le papier. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Et c'est surtout que peut-être qu'il n'y a pas de lien entre le contrat local de santé et les autres outils qui Bien forment... sûr. Bon. Avec les objectifs, les déterminants de santé. Juste un point. Moi, je suis dans une région où l'espérance de vie est inférieure de 2 ans aux autres régions. De 2 ans. Et l'espérance de vie, quand vous êtes atteint de tumeur, c'est 65 ans. Chacun connaît tous les déterminants de santé dans la France entière. Honnêtement, il n'y a pas de quoi en être très heureux. Il faut se battre contre cela. Et pour ça, ça veut dire aussi, pardonnez-moi de le dire, c'est qu'il faut aussi une forme de péréquation nationale qui nous permette aussi d'atteindre des objectifs, de relever des défis. Et moi, je suis prêt à faire plus que mes 10 millions d'euros. Je le propose, mais je n'ai pas de réponse. Et ça nous amène aussi à un autre problème, je le dis très clairement, je le dis d'autant plus que j'ai été ministre ensuite, mais je n'ai pas été à l'origine. Les ARS, pour connaître les choses aujourd'hui, ça n'a pas marché et ça ne marche pas. Voilà. On va y revenir, mais juste un point d'histoire quand même. On va y revenir, rassurez-vous, on va y revenir. Un point d'histoire sur la péréquation, parce qu'il y a eu une péréquation entre 1998 et 2001. Qui avait été initiée par Martine Aubry notamment. Et elle privilégiait notamment le Nord-Pas-de-Calais. Le gros défaut qu'on lui trouvait, c'était que c'était qu'une péréquation hospitalière et qu'elle n'intégrait pas l'ensemble des dépenses de santé. C'est là tout le sujet. Voilà. Et donc, et vous seriez prêt à revenir sur... Oui. Moi, écoutez, on est en 2004. Je défends aux côtés de Philippe Douste-Blazy la réforme de l'assurance maladie. Et c'est Pierre Méhaignerie, à l'époque, qui vient... pour l'une des premières fois dans une enceinte, sur la question justement d'un Ondam régionalisé. Oui. Et à l'époque, je lui dis non parce que je ne vois pas comment on va pouvoir lutter contre ces disparités sanitaires liées à la géographie. Je ne vois pas ça. Et en plus, on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Il en parlait certainement trop tôt. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut certainement pas une part d'Ondam à 100% parce qu'il faut cette part de péréquation, mais c'est la seule façon de redonner des marges de manœuvre, des capacités aux élus. Et en plus, ce que je dis, vous savez, je n'ai pas été interrogé dans le sondage, mais c'est assez intéressant de le voir. Là, aujourd'hui, vous avez une crise de confiance dans l'État. Et moi qui crois à l'État, je le dis très clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ça veut dire que moi, j'ai fonctionné aussi à d'autres époques
notamment avec la logique des ARH, la logique d'hospitalisation pouvait très bien se comprendre, et puis après, ensuite, ajouter une autre dimension, qui est la plaie de notre système de santé au-delà même de l'organisation et de la gouvernance, c'est la question des moyens. C'est la question des moyens. Vous avez des directives, moi-même j'ai eu à en faire et à en passer, vous avez des directives budgétaires que derrière les ARH hier, les ARS aujourd'hui font retomber en pluie fine, notamment sur les établissements et sur tous les acteurs de santé, et comme vous n'avez pas de marge de manœuvre, qu'est-ce qui se passe? Vous courez à la cata. On va y revenir et je n'oublie pas que je vous réinterroge sur les ARS bientôt, tout à l'heure. J'y tiens particulièrement. Mais Nekane, puisque vous m'avez autorisé à vous appeler par votre prénom, mais il faut dire que c'est beaucoup plus simple que votre nom, vous avez dit tout à l'heure, je suis très fier que notre budget soit à l'équilibre. Comment vous définissez vos priorités et comment vous faites vos ajustements justement entre les priorités et vos moyens budgétaires? Est-ce que vous êtes en capacité d'augmenter vos impôts ou alors vous adaptez vos objectifs à la réalité de vos moyens? Comme je vous l'ai dit, nous avons des résultats de santé dont nous sommes fiers. Notre espérance de vie est supérieure à 80 ans. Nous sommes à la hauteur du Japon, parmi les meilleures positions au niveau mondial. Et nous avons également en survie avec le cancer, en néonatal également. Pour les moins de 14 ans, nous sommes comme à la hauteur de Copenhague. Et ça, c'est un plan de santé qui nous permet de faire ça. Tous les 4 ans, nous fixons des objectifs sur quel domaine nous allons travailler et à quoi nous allons donner la priorité. Notre programme de prévention, par exemple sur le cancer, tout le soin en santé sociale, pour les enfants, pour la vaccination par exemple, ce sont des domaines, la prise en charge des patients. Nos plans de santé, nous donnons des priorités à nos plans de santé et de cette façon, nous adaptons par rapport aux résultats que nous souhaitons obtenir, nous adaptons les budgets. Bien évidemment, nous prenons compte du budget que nous avons et nous savons ce qu'est un investissement. Investir dans le social et dans la santé, ça rejaillit sur nous, mais bien évidemment, nous fixons des objectifs et c'est des objectifs de résultats et de perception également de tous les citoyens. Nous sommes le service public le mieux évalué. Nous avons des enquêtes qui ont été faites au niveau national et 80% des Basques croient que les soins qu'ils ont reçus sont très bons ou excellents quand ils ont eu recours aux services de santé du Pays basque. Donc sur la base de résultats de santé comme l'espérance de vie, la prévention, faire face à des maladies que nous allons avoir dans le futur et rentrer dans le cadre du budget que nous avons, nous y rentrons. A été posé tout à l'heure aussi à une autre table ronde, c'est est-ce que vos critères d'évaluation sont, eux, nationaux et est-ce qu'il y a un moyen de comparer ce qui est fait au Pays basque avec ce qui est fait dans une autre région en Espagne? Est-ce qu'on compare l'évaluation, est-ce qu'elle est comparative? Nous avons des paramètres qui sont ceux de l'OCDE et nous pouvons dire que ce sont nos valeurs de référence. Mais bien évidemment, sur le plan national, s'il y a des stratégies qui sont mises en place, par exemple, s'il y a une stratégie pour prendre en compte les maladies neurodégénératives, nous y participons, bien évidemment, quand ça vient du ministère, et nous sommes responsables de mettre cela en place et que les accords qui peuvent être internationaux, comment faire face à une sclérose en plaques, une sclérose multiple ou tout type de maladie, nous mesurons ces paramètres, mais nous sommes les responsables de mettre les choses en place
et de donner l'attention minimum qui est considérée sur le plan national. Et dans certains cas, si nous pensons que cela apporte des meilleures caractéristiques ou une meilleure attention pour nos patients, nous avons un complément qui correspond aux besoins de nos citoyens. Intervenir sur ce sujet précis à la fois de l'évaluation et je vous interrogerai aussi sur l'élaboration des politiques, parce que c'est intéressant de voir comment sont associés l'ensemble des acteurs. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt et je souriais quand j'entendais ce que Madame disait à propos des comparaisons, donner ces données, etc. On a eu la même discussion en 2004. En 2006, le SALA, donc l'Association d'autorités locales et régions, avec le Conseil national de santé et de prévoyance, qui s'occupe de lignes directrices et de recommandations, c'est un moyen étatique. Ensemble, ils ont pris tous les registres tous les enregistrements de qualité développés depuis 49 ans, et ces enregistrements ont été publiés. Tout d'abord, la cible a été hospitalière. Et il y avait un grand débat parce que personne ne voulait regarder dans le détail ces enregistrements de qualité. Les patients avaient un petit intérêt. Si je vais vous voir, est-ce que je vais vivre? Si je vais vous voir, est-ce que je vais mourir? C'est évident aujourd'hui. Il est hors de question qu'on puisse ne pas comparer. Donc, le 14e comparaison ouverte va être bientôt publiée. Mais cela compare qui est-ce qui fait quoi? Donc, c'est vraiment très professionnel. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un enregistrement de qualité ou un indicateur de qualité, après, on y met de l'argent pour payer pour certains résultats. Et cela a un effet pervers sur les enregistrements de qualité. Donc, il faut que le système d'analyse soit séparé du système de gouvernance. OK, c'est ça exactement la question, c'est-à-dire que tout système de comparaison et d'incitation a en soi ses propres limites et ses propres turpitudes, on pourrait dire un peu les choses comme ça. Mais est-ce que les patients et les citoyens, puisque ici on est dans une discussion un peu politique, est-ce que les citoyens utilisent ces données de qualité pour justement dire voilà quelle serait la meilleure gouvernance pour le système de santé, où c'est très indépendant la question de la qualité d'un côté et de la gouvernance de l'autre? Oui, c'est indépendant. Les citoyens ne l'utilisent pas. Comme on l'a déjà dit, les journaux, bien sûr, en parlent lorsqu'il y a une grosse différence en termes de traitement de problèmes cardiaques entre cliniques, entre hôpitaux. Il y a des cliniques et hôpitaux qui sont bons ou mauvais. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Le résultat aujourd'hui, c'est que s'il y a des hôpitaux qui sont vraiment mauvais, qui étaient mauvais, ces hôpitaux-là, ces établissements-là ont fait d'énormes progrès. Donc, des hôpitaux avec des résultats vraiment très moyens sont très bons dans certains secteurs. Alors, c'est une autre question encore. Lorsque on parle de cela, si on avait un marché et on pouvait faire faillite, mais si je faisais partie d'un conseil d'un hôpital universitaire pendant quelques années, et en fait, notre performance était très faible par rapport aux comparaisons ouvertes. Nous n'étions jamais les meilleurs en termes de résultats. Mais personne, à ma connaissance, a fait la suggestion qu'il fallait fermer cet hôpital universitaire. Personne ne le dit. Et il y a des hôpitaux qui ont énormément de performances. Mais si cette théorie de marché
s'avère valable, on aurait ce problème partout dans les États. Donc, c'est un mécanisme qui ne fonctionne pas parce que les soins de santé, à cet égard, les soins de santé ne sont pas des activités commerciales. C'est pas des entreprises. Les objectifs, c'est pas de faire des bénéfices. Les objectifs, c'est d'utiliser les ressources de manière sage et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et lorsqu'il s'agit de l'Europe, je pense qu'on ne va pas changer cela parce qu'il faudrait 3 générations, à mon avis, pour le faire. Donc, c'est pas la peine. Et beaucoup de questions, mais je reviens sur les ARS puisque ça intéresse beaucoup de gens ici. D'abord, une petite question historique quand même. I feel pity for him. He has so little. J'ai la peine pour lui. Vous avez tellement peu d'argent. In this field, but he has money. But oui, vous avez quand même fait. Vous étiez plus ministre de la Santé. Vous avez quand même fait partie d'un gouvernement qui a créé les ARS et qui a enlevé toute présence des régions dans les ARS. Tout à fait. Ça correspondait à quelle J'ai même logique? un ancien conseiller qui est ici qui m'avait dit, quand on est revenu, en disant « les ARS, ça ne marchera pas parce que c'est trop gros ». Il est ici, je ne vais pas le regarder pour pas qu'il se sente visé. Mais, je faisais partie de cela aussi. D'accord. Bon. Moi, je sais que j'ai bossé avec les ARS novembre 2010, mai 2012, et j'ai bossé avec les ARH avant. Je n'ai pas eu le même relationnel. Alors moi, je les réunissais comme tous les ministres d'ailleurs, assez régulièrement pour passer un certain nombre de messages, mais aussi de consignes budgétaires. Je n'ai pas été autrement que les autres avec les mêmes contraintes budgétaires, mais le relationnel était différent parce qu'ils étaient centrés sur une mission, qui était avant tout la mission des établissements. Et comme vous connaissez l'adage, qui trop embrasse, vous connaissez la suite. C'est ça le fond du problème aujourd'hui. Et on n'arrive pas à avoir aujourd'hui des interlocuteurs qui sont sereins parce qu'encore une fois, ce qu'ils ont à gérer est devenu immense, qui plus est avec les nouvelles régions. Et encore, je le dis très clairement, la région des Hauts-de-France a une vraie cohérence géographique. Prenez Dunkerque, Senlis, j'ai 2h30. Vous prenez la côte Picarde jusqu'à la frontière belge, c'est à peu près pareil. Je ne suis pas dans une région, vous avez à faire 5 ou 7 heures de route pour ça. Même avec cette cohérence, c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Et en plus, l'autre aspect dont on ne va pas non plus l'oublier ici, c'est la question de la contrainte budgétaire. Avec ces deux difficultés-là, vous ne pouvez pas réussir. Humainement, ce n'est pas possible. Alors une organisation ne peut pas réussir. Là, je vous donne un exemple. Après, en plus, sur le mode de fonctionnement. Je propose un nouveau contrat stratégique pour la santé à l'État. Depuis maintenant longtemps. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre la question de la présence médicale, avec des nouvelles initiatives, quelques idées que j'ai. Je vais mettre en place de la prévention et je vais mettre davantage l'accent sur le soutien à la recherche. Ok, c'est bien, mais ça va quand même pas bien loin tout ça. Je suis même prêt à doubler le budget que j'ai en la matière. Mais je demande juste que l'on puisse s'organiser. J'ai lancé une expérience de téléconsultation, vous l'avez vu, avec une grande compagnie d'assurance, et les bâtons dans les roues que m'a mis l'ARS, vous ne pouvez pas savoir. Alors que normalement, la CNAM avait dit oui, les textes valides, et normalement, pourquoi ? Parce que mon initiative risquait de faire de l'ombre à une autre initiative lancée dans la région. Et on a passé l'âge de tout ça. On s'en fout des problèmes de taille de logo. La seule chose, c'est de savoir si on peut être efficace pour les gens. C'est ça le fond du problème. Et donc, je le dis, aujourd'hui, il y a un nouveau directeur. Attendez, le nouveau directeur, on a été 4 mois sans directeur à la tête. Il a fallu que je m'énerve. Alors, la semaine d'après, heureuse coïncidence, on l'a nommé en Conseil des ministres parce que j'ai fait une lettre ouverte. Vous voyez quand même la façon dont on fonctionne. Vous êtes plus chanceux que la Bretagne. Oui, et en plus, je le rappelle quand même, on est avec les déterminants de santé qui ne sont pas les meilleurs de France, pour ne pas dire autre chose. Oui. Et je suis prêt à mettre des moyens supplémentaires. J'ai quelques idées, connaissant et adorant le monde de la santé, pour faire de nouvelles propositions. Ben, malgré ça, il n'y a rien qui avance. Vous comprenez la difficulté que j'ai. Et moi, derrière, j'étais encore hier sur le bassin de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Oui. Là, c'est pareil, on a parlé de quoi ? On a parlé de santé. C'est les plus mauvais indicateurs de France. C'est les plus mauvais indicateurs. Et puis, je vous donne juste un exemple. On a un dossier d'un hôpital qui est en souffrance depuis des années. Il n'y a pas de visibilité. Et surtout, le vrai problème, il n'y a pas de dialogue. On dirait, bon, écoutez, vous y avez été un peu fort, notamment sur le budget, il faut revoir la configuration. On ne nous le dit pas. Alors, vous voyez, le problème qui est posé, c'est celui de tout à l'heure, c'est la question de la confiance. Oui, mais ça m'amène à une question de démocratie que vous avez vous-même commencé à aborder,
Parce que, est-ce que, ça a été un petit peu au début de l'après-midi, Cédric Arcos en a parlé, qui est le directeur adjoint de la région Île-de-France, et qui milite aussi pour une place plus accrue de la région. Oui, attendez, si c'est pour me proposer un strapontin et tout ça, c'est bon, ça Alors, va. voilà. Ouais, ça va. Non, Ça va. mais- C'est comme pour Pôle emploi. On me dit, bah, tiens, prenez la tête d'une conférence pour l'emploi. C'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de vraies marges de manœuvre. J'ai passé l'âge d'être invité ou de présider les trucs. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule logique aujourd'hui, c'est tout simplement l'efficacité. Ouais. C'est juste ça. Alors, et la donc, si on meilleure vous dit, on vous fait efficacité- plaisir, on vous en trouve la porte, ça ne m'intéresse pas. Oui. Moi, je le dis, si, parce que j'ai bien compris que de toute façon, on n'est pas à un moment donné où l'État lâchera prise. Oui. Et j'en appelle aujourd'hui à une forme de refondation de la gouvernance locale, des moyens qui sont attribués, autrement on ne s'en sortira pas. Et je ne l'oublie pas non plus, et en disant ça, je devrais aussi certainement le moment venu faire des propositions. En matière de santé, tous ceux qui pensent qu'on dépensera la même somme ou moins sont Pinocchio. En matière de santé, clairement, dans les années qui viennent, nous aurons à dépenser davantage. Des économies pourront être réalisées dans certains domaines, lutte contre les gaspillages en petite partie. Oui. Tout devra être remis, encore une fois, dans le système de santé et il faudra plus de ressources. Il y a certainement d'autres domaines de protection sociale sur lesquels je vous tiendrai un discours différent, mais sur la santé, ne nous racontons pas de blagues, il faudra en France dépenser davantage. Mais est-ce que vous appelez les élus locaux à changer de posture? On n'a pas vu tout à fait au début de cet après-midi dans un débat fort intéressant, mais qu'ils étaient quand même encore très sur la défense systématique de leur hôpital, de leur territoire, aux dépens même des autres. Parce qu'il y a des élus qui sont ici, d'anciens élus. Les élus ne connaissent pas bien le monde de la santé. C'est un monde qui leur est assez étranger. Parce que ils la connaissent un petit peu mieux et de plus en plus quand même. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a Philippe qui est là, il y a Claude qui est là, Grégory est là également. C'est pas si facile que ça, le monde de la santé, parce que le monde de la santé, le monde médical, il a ses contraintes et il n'est pas forcément à communiquer, à aller forcément vers les élus, surtout qu'en plus, il sait que les élus locaux sont peut-être sympas, mais ils n'ont pas le pouvoir. Leurs interlocuteurs ne sont pas les élus. Sur la question des hôpitaux, vous savez, il faut être très décontracté. Hein. Nos concitoyens, ils ne demandent pas sur les opérations programmées à avoir des hôpitaux tout près de chez eux. Ça fait bien longtemps, vous parliez tout à l'heure de vos évaluations. Nous, on a les évaluations dans certains hebdomadaires, hein, d'une certaine façon, pour les établissements. Non, le vrai sujet, on a toujours confondu cela. Ce n'est pas qu'ils veulent garder hôpital avec tout. Le vrai problème pour nos concitoyens, c'est la question des urgences. Ils ont toujours le sentiment que s'ils ont un infarctus ou un AVC, ils savent pertinemment que le temps pour rejoindre l'endroit où ils seront pris en charge, voilà, c'est vital. C'est ça. Et on a toujours confondu cela. D'accord. Alors, je reviens quand même à la question sur la démocratie, parce que vous dites, je ne veux pas un strapontin. Est-ce que ça veut dire... Prendre des responsabilités, ça veut dire les assumer. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vos deux visions. La question de l'évaluation. Est-ce que les nouvelles responsabilités que l'on prendra, est-ce que ça va marcher ou pas? Et moi, ce que j'ai proposé au gouvernement, on fait une expérimentation. 5 ans, par exemple, ou la durée d'un mandat, 6 ans, si c'est un mandat régional. Je m'engage contractuellement. Et si je ne tiens pas mes engagements, dans ces cas-là, je n'aurai pas les recettes correspondantes. Et si ça ne marche pas, je me serai trompé. Et si j'ai vraiment été mauvais, les gens me viront. Mais vous voyez, ce qu'il faut bien voir, c'est que je ne réclame pas pour dire, voilà, ce sera sympa, j'aurai, comment dirais-je, des compétences renforcées. Je suis prêt à prendre mes responsabilités et à être évalué. Nékané, vous avez tout à l'heure dit, c'est 4 ans notre plan de santé. Votre mandat, c'est combien de temps? Est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Première question. Et deuxième question, dans l'élaboration de vos plans de santé, comment vous intégrez à la fois les autres élus, les maires, les élus locaux de votre territoire, et aussi, bien sûr, les professionnels? Nous avons une stratégie de santé dans toutes les politiques. Quand, par exemple, le département, pour l'habitat, on veut construire de l'habitat social, on évalue les répercussions que cela pourra avoir sur la santé. Si certains aliments vont avoir un impôt, ou par exemple, si l'éducation va augmenter, vous faites assez... C'est remarquable parce qu'on n'en est pas...
grâce à des startups qui inventent des... Ce que je veux dire, c'est que ensuite, nous avons une partie de services sociaux. Et pour que vous compreniez, nous avons une histoire clinique électronique qui recouvre 100% du secteur de la santé publique. Si vous allez à un service d'urgence, ou vous avez une visite d'un médecin chez vous, ou vous allez voir un spécialiste, ou vous rentrez dans une résidence, le professionnel qui vous reçoit peut lire ce qu'a indiqué l'urgentiste ou votre médecin traitant, et si vous avez effectivement pris les médicaments que vous avez donné votre médecin traitant. Donc, nous avons une transversalité et nous voyons ainsi l'attention de santé qui n'est pas quelque chose qui correspond seulement au département de la santé. Et moi, tout le temps, j'ai des réunions parce que nous souhaitons élargir l'historique clinique en fait, des patients à la partie sociale également. Par exemple, pour une maison de retraite pour des personnes âgées qui vivent de façon permanente, ou par exemple pas un hôpital, hein, je parle ici d'une maison de retraite. Et donc toute l'histoire clinique, tout ce qu'on leur donne se fait dans leur histoire médicale en fait. Mais cela dépend en fait du service social, ces centres-là. Cette occasion pour vous poser une question très simple et qui se posera peut-être en France à plusieurs reprises. Si vous avez un hôpital qui pourrait se transformer en maison de retraite, est-ce que vous avez la possibilité, vous, de prendre ce projet, de le mener à bien? Est-ce que vous pouvez prendre cette responsabilité et cette décision de transformer une offre de soins qui ne correspond plus exactement à la réalité des besoins et qu'il faut transformer et qu'il faut adapter à la réalité de l'épidémiologie? La réponse est oui. Nous avons transformé nos hôpitaux pour que ce ne soit plus des hôpitaux, mais des zones de soins intégrales en coordination avec la population qui est autour, les centres de santé, les médecins traitants, les infirmières, les pédiatres. Et par conséquent, quand on effectue un protocole de soins, il n'est pas fait directement à l'hôpital s'il y a des infirmières de jonction, disons, qui peuvent en fait transférer le dossier à l'infirmière. Ça peut être le médecin traitant qui s'en occupe. Si c'est possible, nous avons des possibilités de faire de la télémédecine pour faire du suivi palliatif, par exemple, pour les médecins qui souffrent de cancer quand ils sont dans une phase avancée, et qui est en lien avec le médecin traitant. Nous avons donc des domaines où le soin primaire, nous avons des professionnels et des équipes où il y a des médecins, des pédiatres, des infirmières, la pharmacie des premiers soins, la coordination avec les hôpitaux pour les urgences, les hôpitaux de soins plus longs, et ça intégré avec le secteur social. Nous avons également un réseau de santé mentale et qui est intégré avec les urgences. Je lance un avis à tous mes camarades des cabinets de conseil, des organisateurs, des organisations syndicales. La prochaine région à visiter en matière de santé, c'est le Pays Basque espagnol. Ce qu'on décrit là, c'est absolument... je ne sais pas si c'est paradisiaque, mais en tout cas, c'est assez remarquable. Hans, on mettait la Suède très haut dans notre performance. Si on avait un hebdomadaire qui faisait le classement des pays, on mettait traditionnellement la Suède assez haut. Vous me disiez en préparant cette table ronde qu'il y avait deux choses qui vous surprenaient. Il y avait que des petites régions étaient capables de grandes innovations. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, et notamment qu'une forme un peu de pénurie de moyens suscitait une imagination plus importante. C'était un premier point. Et que le deuxième point, c'était comment transformer les mentalités, la culture, notamment médicale. Et là, vous disiez que ce n'était plus une question tellement de territoire, mais c'est bien une question même qui dépasse les frontières. Vous parliez d'un système plutôt là, au niveau scandinave, pas seulement suédois. Sur ces deux aspects.
Eh bien, pour prendre le premier, pour les plus petites régions avec moins de ressources, eh bien, elles ont néanmoins des populations, pas des si grosses populations que les plus grandes régions, mais elles ont besoin de ces populations. Elles ne peuvent pas embaucher des médecins, elles doivent louer les médecins, elles ont un manque, une pénurie d'infirmiers. Ça, c'est vrai pour beaucoup de zones rurales dans le monde. Vous n'avez pas assez de médecins, vous n'avez pas assez de professionnels, et néanmoins, il y a des missions sur place. Et ça veut dire que ces régions sont vraiment derrière la santé numérique en Suède parce que elles doivent ouvrir des petits centres dans les communautés où elles peuvent consulter avec le médecin par télémédecine et le patient n'a pas besoin de voyager. Si vous allez dans le nord de Suède, vous verrez il y a 2 heures par hélicoptère pour arriver au nord de Suède, dans le nord de Suède pour aller à l'hôpital. Et si vous allez dans un hôpital spécialisé, on rajoute 1 heure de plus. Et c'est 10 heures de route en voiture pour se rendre à l'hôpital, donc ou dans un hôpital spécialisé. Donc la Suède couvre environ c'est quelque part la même distance entre Rome et l'Allemagne. C'est un pays très long géographiquement. Et on aurait pu le concevoir autrement, mais c'est pas un pays très rond et donc c'est pas pratique. Mais ces pénuries, en fait, si on renverse cela, on a un surplus. En fait, à l'opposé, dans les régions capitales, vous avez un excédent de médecins, trop d'infirmiers. Et donc, la communication n'est pas très bonne et ces professionnels ne coordonnent pas bien entre eux. Alors, pour la question de mentalité, il me semble qu'une chose qui m'a frappée toute la journée aujourd'hui, c'est j'ai visité la France, j'ai eu des discussions avec des collègues, j'ai assisté à des conférences ici, mais on se dit toujours, mais qu'est-ce qui est spécial avec la France et comment est-ce qu'elle se compare avec la Suède? Eh bien, en fait, les discours sont les mêmes et donc j'ai l'impression d'être chez moi parce qu'il y a les mêmes discussions. Mais nous entendons ça de nos gouvernements locaux, de nos collectivités locales qui veulent davantage d'argent de l'État parce qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de l'État. L'État, dépense l'argent de façon inappropriée. Et alors, je vais vous raconter juste une petite anecdote qui n'est pas très longue. Il y a quelques années, j'ai reçu la visite de la personne qui est le directeur des dépenses publiques pour le Trésor de la Couronne, c'est-à-dire le service des finances du gouvernement britannique. Donc, elle était vraiment le plus grand fonctionnaire pour les dépenses publiques. Et lorsqu'elle est venue me voir, je lui ai demandé, vous vous intéressez à nos régions et je sais que les Suédois s'intéressent à votre système du NHS parce qu'on veut nationaliser notre système de santé. Nos 2 partis suédois voulaient nationaliser les soins et je me suis dit, on peut le faire de 2 façons. Premièrement, on va vraiment donner les 2 organigrammes et vous allez regarder mon organigramme et moi je prends le vôtre et on pourra parler des problèmes. Mais en fait, les problèmes sont les mêmes. On a 2 révolutions et on attend toujours la 3e. On a eu la révolution médicale. Ce qu'on peut faire maintenant avec la médecine, on ne pouvait jamais le rêver dans les années 80. C'est extraordinaire, cette transformation où on voit que on dit que les innovations prennent longtemps, mais en fait, en 30 ans, nous avons transformé complètement les soins. Et nous avons ce problème avec les personnes âgées qui continuent à vivre. Ils n'ont pas le bon goût de disparaître, les personnes âgées maintenant. Et ensuite, la révolution numérique, on est très surpris. On a des services numériques médicaux qui ont démarré il y a 4-5 ans en Suède, mais en fait, ça commence à se renforcer. Les personnes veulent les utiliser. Et cela a surpris les conseils généraux en Suède parce qu'ils ont essayé de les introduire dans une région pilote et ils ont voulu les tester pour voir si on pouvait travailler ensemble. Et puis, ils ont été surpris parce que beaucoup de patients sont arrivés des autres districts suédois et surtout de Stockholm qui sont venus pour tester ces soins numériques. Si vous avez ces soins numérique, c'est là, si vous êtes connecté. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez être n'importe où dans le monde et vous serez relié. Et cela leur a surpris. Ils se sont dit,
vous l'avez mis dans les services et donc on l'a utilisé. Et ça, c'était une surprise pour les Suédois de voir cette appropriation si rapide. Donc ces révolutions médicales et digitales sont en train de transformer tout le paysage actuellement. Mais on n'a pas encore la révolution organisationnelle. On reste avec les mêmes structures de gouvernance et qui ne sont plus adéquates. C'est pour ça que tout le monde, quel que soit le système, se dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas recevoir davantage d'argent. Moi, je veux une nouvelle organisation plus efficace. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire ce que dit Hans, c'est voilà, la révolution numérique est faite, enfin, où elle est en train d'être faite, plus ou moins rapidement, on l'a vu aujourd'hui aussi. La révolution médicale, elle est largement entamée, même s'il reste encore des efforts à faire. Mais la révolution de la gouvernance... Oui, mais sur la révolution numérique, vous en avez certainement parlé, puis je crois que c'est aussi au menu demain matin avec l'ouverture, ça pose aussi quand même un certain nombre de questions éthiques. Oui. Oui, non, mais ça... Et aussi, qu'on fasse aussi très attention, parce qu'on n'a pas ce monopole, mais la dimension humaine du système de santé à la française, on n'a pas intérêt à le laisser s'effilocher davantage. Non, mais au contraire, à renforcer ça par rapport aux aspects qui sont évoqués. Sur la partie organisationnelle, je vous l'ai dit rapidement, le problème n'est pas d'avoir plus d'argent pour la région. Moi, je veux avoir... Si j'ai des recettes de l'État, c'est pour avoir les dépenses en face. Ce n'est pas pour augmenter mon budget, c'est parce que je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, c'est le même problème pour l'État, vous ne gérez bien que de près. Vous ne gérez bien que de près. Et je pense qu'aujourd'hui, la proximité, ce n'est pas un mantra de communication, c'est tout simplement ce qui vous permet de mieux comprendre comment vous pouvez être, pardonnez-moi ça, cette obsession, efficace. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. Et vous savez, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, moi je vais faire 2 propositions à la ministre. Au directeur général de l'ARS, le nouveau, et à la ministre. Je vais lui proposer un nouveau plan stratégique où on va mettre l'accent sur la question de la présence médicale et pas seulement les maisons de santé pluridisciplinaires. Je regarde avec intérêt ce qui est fait notamment dans certains départements, la Saône-et-Loire, où entendons-nous bien, ce n'est pas le salariat qui les intéresse. Non. C'est qu'ils n'ont plus de relation avec l'assurance maladie. Ils n'ont plus du tout de paperasse. Entre autres. Mais voilà, mais le fond du problème est là. Oui. Ce n'est pas d'être salarié. C'est tout simplement qu'ils se concentrent sur leur métier, soigner, se former, avoir du temps. Plus du tout de paperasse, tout est fait par un back-office, comme on dit en patois picard, un back-office qui est assumé par la collectivité. Voilà. Donc on va essayer de proposer d'autres initiatives, les assistants partagés, que ce soit peut-être les nouvelles façons de penser les maisons de santé. OK. Après, il y a aussi cette question de la prévention. Parce que là aussi, on a des nouvelles initiatives à faire et peut-être aussi imaginer une nouvelle forme de mobilité, pas seulement par rapport à ce que l'on fait à Lille ou à Amiens. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les questions de recherche, on a des idées assez précises, notamment sur tout ce qui est diabète. OK. Première proposition que je vais faire au gouvernement. Deuxième proposition, une expérimentation avec une part d'hors d'âme. Une part, pas tout. Oui. À votre avis, ils vont me dire oui à quoi? Je pense pas grand-chose. Eh ben voilà. Mais je vais vous faire une proposition très concrète. Si on vous dit... pas ministre, hein, Benoît. Bah oui, mais bon... Peut-être. Non mais je dis ça, c'est parce que tout le monde ici connaît la réponse. Mais c'est dingue. Mais je sais bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. On a encore un système de santé qui est parmi le meilleur, parce que je pense que surtout les hommes et les femmes du système de santé qui nous permettent ça, il faut qu'on fasse très attention, parce qu'un jour, on peut être confronté au collapse. Et on peut éviter cela. Et chez nous, c'est vrai, il y a la façon dont on relève les fameux défis que vous évoquez, défis médicaux, défis numériques et le défi de la gouvernance, et se posera aussi de la même façon quand même la question des moyens. Quand même, très concrètement, en matière d'éducation, vous l'avez dit, vous avez les lycées. Je passe sur les collèges au département, ça c'est une question annexe, mais enfin, non, pas totalement parce que annexe, ça peut se régler, bon, ça peut se régler très franchement. On vous dit, vous prenez les investissements en santé, vous êtes preneur? Sur les investissements en santé, je n'ai pas de problème si j'ai la part de recettes qui est aujourd'hui à l'État. Oui. Et je prendrai le risque. Je prendrai le risque dans les années qui viennent, je serai certainement confronté à des renouvellements, j'en ai bien conscience. Et je veux dire, dans les lycées, vous avez aussi à faire des arbitrages. Vous ne dites pas oui à tous les élus. Non, ça peut être de la politique, il faut savoir dire non. Voilà. Mais il faut juste, si c'est non, c'est pourquoi. D'accord. Le respect, c'est de dire pourquoi. Et même dans le domaine de la santé, vous savez, on le voit bien avec nos différentes autorisations et autres, on ne répond jamais parce que ça permet de gagner du temps. C'est une forme de malthusianisme organisé, c'est ça le fond du problème. Mais encore une fois, tous les problèmes dont je parle ne sont pas là depuis
depuis 30 mois. C'est vrai que d'une certaine façon, ils sont là certainement depuis 30 ans, même si on a réussi à maintenir notre système, sauf qu'aujourd'hui, on est à un moment où comment dirais-je, de remettre des rustines, ça ne suffira plus. Et je pense qu'on est à un moment où il faut refonder. Il y a eu des grandes époques où on a imaginé un nouveau système de santé, et en France, je pense que c'est aussi le cas. Là, aujourd'hui, on parlait de la gouvernance locale, de la gouvernance régionale, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pans. En habile politique, tout à l'heure, vous avez quand même éludé un tout petit peu ma question. Quelle question ? De savoir pourquoi en 2009, vous avez retiré toute responsabilité à la région dans les ARS. Non, attendez, moi je suis un grand garçon, si je fais des boulettes et ça m'arrive, je les reconnais. Moi je reviens en novembre 2010. Oui. Et en novembre 2010, j'ai une mission première. Oui. C'est de ramener la confiance avec les libéraux. D'accord. D'accord ? D'accord, ok. Et je l'assume totalement. Et je l'assume totalement. La loi HPST, ça n'est pas moi, j'étais ministre, vous ne m'avez pas entendu pour deux raisons. C'est que je n'ai jamais voulu faire l'éternel ministre de la Santé, et donc à la ramener à tout bout de champ sur les différents sujets. Ça a pu me démanger, je ne l'ai jamais fait, parce que j'estime que quand vous ne l'êtes plus... Laissez-vous faire ici. Hein. Pardon ? Non, je veux dire, laissez-vous faire. Non, si mais là, je donne ma vision en tant que président de région, et même, je le dis aussi très clairement, un point où derrière les choses se sont mal passées dans beaucoup d'endroits, c'est aussi le discours de Bordeaux avec « il faut un patron à l'hôpital ». Ouais. Bah, y a un patron à l'hôpital quand c'est un bon patron, quand il comprend qu'il faut absolument travailler avec les médecins et que ça n'est pas le tout administratif qui doit primer. D'accord. Ça, je sais aussi vous le dire et le reconnaître. C'est bien de reconnaître. Non, mais... pour nos amis de Pays Désolé Basque pour cette partie franco-française. Oui, c'était un moment où le président de la République française a dit il faut un patron à l'hôpital. Soi-disant, mais il y a eu des très bons DG. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, il y en a eu des pas mauvais. Oui. Sous-entendu, il ne faut pas, que ce soit un médecin, il faut que ce soit un gestionnaire. Bon. Madame Nécané, merci pour vos apports. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui et quelle est votre préoccupation pour l'avenir pour les habitants du Pays Basque et leur santé? Je suis fier de la responsabilité que nous avons en tant que région en Europe. Et on nous a donné des capacités et nous répondons à ces capacités et à ces moyens. Et nous obtenons ces résultats en santé sans dépasser les budgets. Et avec cette responsabilité, cela démontre que la confiance qu'ils nous ont donnée et ce qui est important, ce que nous croyons important est démontré. Ce qui m'inquiète dans le futur, c'est de rester et de continuer comme cela, d'être capable de faire face aux défis comme le vieillissement, l'utilisation adéquate de la technologie et du big data pour la prise de décision, un investissement en technologie, un investissement, nous allons l'appeler responsable, voir quels sont les médicaments innovateurs qui apportent réellement de la qualité de vie aux patients et avoir la possibilité de le mesurer et de le donner à nos patients au moment adéquat avec cette perception que nous faisons en fait tout ce qui est important. Je crois que c'est un grand défi. Nous sommes préparés et ces moyens que nous avons et cette capacité pour gérer nos ressources, nous sommes en première ligne pour continuer à le faire. Hans, on a l'impression aujourd'hui que, dans toutes les tables rondes, les pays décentralisés veulent plus de centralisation et les pays centralisés veulent plus de décentralisation. Vous qui êtes un observateur de la Suède, mais plus généralement de l'Europe, c'est quoi le bon maillage ? Premièrement, il n'y a pas d'organisation optimale, il n'y a pas de modèle de gouvernance optimal. Et je crois que l'équilibre est très important. Et si on laisse trop d'un côté, il faut renforcer l'autre. Moi, je ne crois pas qu'on puisse tout mettre et dit la société française doit tout gérer. Il y a trop de choses au niveau national. La santé
représente tellement de choses, que ce soit les choses très simples vers des choses très complexes, des choses qui impactent la vie et la mort, et aussi qui impactent la qualité de vie. Et donc, je pense qu'il faut... Je pense que nous parlons beaucoup de structure, nous parlons beaucoup de système et de gouvernance. Et un système de gouvernance trop détaillé, à la longue, c'est comme... on peut pas gérer les enfants avec des textos parce qu'ils ne veulent pas les lire. Donc, je pense qu'il faut regarder le comportement du système et reconnaître qu'il y a de la culture locale partout et il faut en être conscient. Moi, par deux mots. Un mot. 2 seconds. Je ne sais pas quel est le système idéal, et c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser la place à l'expérimentation. L'expérimentation pour une durée limitée, et on verra justement comment on peut se rapprocher du bon système. Le deuxième point, c'est vrai, pour la gouvernance comme pour l'avenir du système de santé, moi je fais confiance à l'innovation. Parce que je suis persuadé qu'il y a des trésors d'innovation qui pourront nous permettre, excusez-moi encore une fois, d'être efficaces. Et le tout dernier point, on peut parler de gouvernance, tout ça. Là où il faudra investir massivement, c'est dans les hommes et les femmes. Ceux qui assureront la gouvernance et ceux qui continueront d'une façon ou d'une autre à soigner. Merci à tous les trois. On voulait... Merci beaucoup. Dernier mot.